De retour à votre émission favorite, Tout savoir. On parle maintenant de la santé mentale des hommes et comment prendre soin de cette santé mentale. Là, je pense que c'est un sujet qu'on ne discute pas beaucoup. C'est souvent santé mentale en général, mais on met toujours un petit focus sur les femmes. Avec moi, Papa Ladike Diouf, qui est psychothérapeute, qui travaille, qui est très connu dans notre communauté franco-ontarienne, mais aujourd'hui, tu viens me parler à titre personnel et j'aime ça parce que là, il n'y a pas de titre qui t'accompagne. Première des choses que j'ai envie de te demander, pourquoi tu as été attirée vers cette profession-là? Ben, généralement, comme je dis, on n'arrive pas dans une profession au hasard. C'est ça. Moi, c'est par rapport à ma vie personnelle aussi. Mon enfance, mon adolescence. J'ai été aussi quelqu'un qui a eu besoin, à un moment donné, d'aller demander de l'aide. Okay. Puis de se rapprocher de personnes qui pouvaient m'aider et me guider aussi dans la vie et à faire face à certaines blessures d'enfance, certains enjeux d'adolescence. Et ça m'a amené à aussi rencontrer des personnes qui ont été des références pour moi dans cette profession-là. Et ça m'a amené à me dire, ben, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Oui, c'est ça, aider les gens à ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est quoi ton approche personnelle à toi? Parce que je suppose que chaque psychothérapeute, thérapeute a sa manière de fonctionner. Ben moi, je m'inscris dans l'humanisme, comme approche, parce que j'aide des humains. Puis comme je dis, la médicalisation de cette profession-là a été un enjeu majeur pendant beaucoup d'années ou de siècles. Et de plus en plus, je pense que la plupart des psychologues, des psychothérapeutes, des praticiens, ils adoptent cette approche-là humaniste, qui, à mon avis, également s'aide beaucoup d'une approche, disons, comme globale au niveau de la personne. Tu sais, quand je parle d'approche globale, c'est une approche biopsychosociale. OK, ça c'est moi, j'aime beaucoup ça, de dire que l'humain et le biologique, le psychologique et le social à la fois. J'ai l'impression de ne pas trop te suivre. Est-ce que exactement. tu m'expliques? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos souffrances sont des souffrances psychosomatiques. La plupart de ce qui va... Le corps, pour moi, est juste comme un laboratoire qui nous dit comment ça va dans la tête et au niveau des émotions. Fait que des fois, notre corps nous envoie, disons, comme un message. On n'arrive pas à crypter sur le coup. Exactement. Et là, tu vas consulter un médecin et il te dit, est-ce que ça va bien dans ta vie? Parce que ton corps répond à ce qui ne va pas bien, généralement, disons comme ce déséquilibre-là qui est créé par ton environnement social probablement, ou également par des enjeux personnels qui viennent toucher ton équilibre psychologique et émotionnel. Incroyable. Et là, ton corps répond à ça. Quand tu es stressé, quand tu es anxieux, quand tu es dans une dépression, ton corps répond à cette souffrance-là. Donc, pour moi, prendre l'aspect biologique, l'aspect psychologique et l'aspect social des choses, les intégrer, c'est une approche qui va aider à voir de façon holistique, n'est-ce pas, la souffrance de la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, les professionnels aussi travaillent ensemble. Les médecins, les psychiatres, les psychologues, les assistants sociaux, etc. etc. Donc, tout ce monde-là qui travaille autour de l'aide, quand ils travaillent ensemble autour de la personne, ça devient beaucoup plus efficace pour aider la personne à cheminer. Et faire un bon suivi aussi. C'est ça. C'est pour ça que de plus en plus, des approches centrées sur le client sont les approches qui marchent le plus. C'est tellement bien dit. Et puis, quand tu parles du corps, ça me rappelle un message tellement poignant qui m'a secoué. La dame disait comme ça que le corps, en fait, il réagit à qu'est-ce qu'on ne peut pas, exprimer. Et c'est comme, elle a pris un exemple qui est tellement bon exemple. Et elle a dit comme ça que souvent, vous avez des frères, des sœurs, des cousins qui vont venir à la maison et vous forcez votre enfant à aller saluer cette personne. Mais l'enfant ne se sent pas confortable avec cette personne-là. C'est un peu comme lui dire, n'écoute pas tes émotions, va saluer ce tonton, ce ma tante, ce mon oncle-là, parce que c'est mon oncle, c'est ma tante, il ne peut pas te faire de mal. Alors qu'un enfant ne connecte pas avec la personne et du coup, là, ça fait comme une section dans ses émotions depuis le bas âge. J'ai trouvé ça fort. Oui, ben, elle a parfaitement raison dans ce sens-là parce que, tu sais, comme moi, ce que j'ai dit, moi, je travaille beaucoup sur des questions de santé mentale, de dépendance troubles concomitants. Alors, il y a une phase importante quand quelqu'un vit généralement comme certaines souffrances ou certains chocs
c'est la réappropriation du corps physique. On ne prend pas le temps souvent d'aider la personne à se réapproprier son corps physique. Dans beaucoup de cas où des personnes ont vécu de la violence, surtout de la violence physique, okay? Alors le corps, la personne a été souvent dépossédée de son corps, qui a été abusé par une autre personne ou par un groupe. Et quand on aide la personne à faire son healing, comme on dit en anglais, c'est vraiment de l'aider d'abord à se réapproprier son corps physique, dans la communication avec son corps. C'est pour ça qu'on voit que certaines personnes, dans la manifestation de leur souffrance, ils vont s'en prendre à leur propre corps physique. Ouais, se déchirer, se faire... Ouais. Ah oui, je comprends. Okay? Alors, chez les personnes qui consomment, par exemple, au moment où la personne est vraiment dans sa dépendance, le lien avec le corps physique, la communication avec le corps physique, le respect du corps physique n'est plus là, pratiquement, parce que la substance a pris le dessus. Ouais. Et dans le processus de rétablissement de cette personne-là, il faut l'aider à se réapproprier son corps physique. Comment? En prenant soin de son corps physique, en écoutant bien. les besoins de son corps physique, Ok. en étant en communication saine avec son corps physique. Manger bien, bien dormir, faire de l'exercice, etc., etc. Wow, on peut faire une heure complète d'émission avec toi, là, sincèrement. Là, c'est tellement facile de discuter et tu dis tellement bien les choses, mais je sais qu'aujourd'hui, on voulait faire un petit focus sur la santé mentale des hommes, parce que je pense que c'est une problématique qu'on ne parle pas souvent, mais elle est vraiment présente, surtout dans nos communautés immigrantes. Oui. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on est passé d'une, tu sais, quand on regarde comme le contexte canadien, on est passé d'une société patriarcale vraiment rigide à une société qui pousse beaucoup vers, disons, comme avec les luttes féministes puis tout ça, qui pousse beaucoup vers, disons, comme l'oubli en quelque sorte de certains besoins reliés à ces hommes-là. Et la santé mentale des hommes, à cause peut-être aussi des survivances du patriarcat, toute la question de la masculinité, de la virilité, ce que certains appellent la masculinité toxique. Toxique, oui. Moi, je ne rentre pas beaucoup dans ça. J'ai mes Moi, réserves. je suis plus dans le côté masculinité positive. C'est ça que je préfère discuter. C'est ça, exactement. Et ça peut constituer un enjeu parce que beaucoup d'hommes ont été éduqués avec, disons, comme l'idée de vous êtes fort. On ne pleure pas. Okay? Les petits garçons, ça pleure pas. Un homme ne pleure pas. Ça. Un homme ne montre pas ses émotions. Oui. Okay? Et à partir de ce moment-là, ça peut être une grosse barrière à se rendre vulnérable, à montrer sa vulnérabilité, à accepter son impuissance, à accepter le fait qu'on n'a pas le contrôle sur certaines situations. Et demander de l'aide, ça demande aussi des fois d'aller confronter sa honte auprès de quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui empêche ces hommes-là d'aller chercher l'aide, la honte? Pourtant, souvent, c'est avec des hommes comme donc, je veux dire, un de ses confrères à qui il va aller se confier. Il y a encore cette honte-là, malgré ça? Ben, souvent même, c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Wow. Parce que, généralement, quand tu portes ce poids-là, tu dois avoir le contrôle sur tout, de venir faire face à un homme comme toi, c'est comme deux loups dominants. Baisser la garde, là, exactement. Oui, c'est vrai. Tu baisses la garde devant un homme. On se rend compte que dans beaucoup de situations, ces hommes-là ont plus même de facilité à être avec des thérapeutes femmes, des fois. Tant mieux alors, au moins à être ça. avec des thérapeutes femmes, des fois, parce que c'est beaucoup moins difficile, des fois, pour eux. Maintenant, dépendamment de comment la problématique est et dépendamment aussi de la problématique, des fois, c'est plus facile aussi d'être avec un homme thérapeute. Mais dans tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que la question de la masculinité, la question de la virilité, la question aussi du perte de contrôle, de la perte de contrôle dans le fait de se rendre vulnérable et de montrer qu'on a perdu le contrôle par rapport à une situation, ça devient un enjeu. Maintenant, en contexte d'immigration, c'est encore un plus gros enjeu. Oui. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que le projet d'immigration, à la base, ça vient avec un idéal. Et des fois, quand on arrive dans la réalité et que la réalité est différente de l'idéal qu'on avait, là, c'est un gros choc. J'avais écrit ça et je voulais qu'on en parle. Je t'avais dit que le processus d'intégration pour les familles immigrantes peut devenir une épine pour la famille qui la vit si elle n'est pas préparée à ce changement de culture-là.
Ben, parfaitement. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que j'ai entendu un jour un immigrant dire une chose extraordinaire, que je partage toujours. Il disait que l'image qu'il utilisait, c'est que l'immigration est un peu comme une chandelle. Pour certains, ça va continuer à les éclairer. Pour d'autres, ça les a brûlés déjà. Pour d'autres, ça s'est éteint. Et moi, c'est venu me toucher. Parce que dans le contexte d'immigration et le processus d'intégration, les souffrances reliées au deuil à faire, déjà, c'est une grosse affaire. Et les hommes qui viennent de cultures patriarcales traditionnelles où l'homme a un rôle de pourvoyeur, ce pouvoir-là, tu arrives en contexte d'immigration, la réalité fait que... Maintenant. Exactement. La réalité fait que c'est partagé. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est dans les communautés, quand j'aide les gens, c'est il faut sortir, il faut préparer les gens à l'avance avant qu'ils arrivent. Surtout les hommes. Je dis aux gens, le Canada n'est pas un pays qui donne le pouvoir aux femmes et aux enfants. Parce que quand on arrive avec ce mindset-là, très souvent, on est dans un mindset de défensive. Oui, de défensive, c'est ça. C'est un pays qui donne le pouvoir à l'humain. À l'humain. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, ça donne du pouvoir à l'humain. Et à partir de ce moment-là, ça aide à sortir de ce mindset-là de « je suis en conflit avec un système qui ne me donne pas des privilèges, mais qui donne des privilèges à l'autre ». Ce que je me suis rendu compte beaucoup aussi, c'est que dans le contexte surtout des couples, c'est que certaines femmes, en arrivant dans ce contexte-là, c'est comme s'ils prenaient une revanche envers un vécu. J'ai jamais eu de pouvoir, moi, dans le couple. J'ai jamais eu de pouvoir dans la famille. Aujourd'hui, le contexte où je suis me donne un pouvoir, mais je ne sais pas quoi faire avec. Écoute, papa, on pourrait continuer pendant des heures, mais malheureusement, on va devoir arrêter. Sincèrement, je pense qu'on devrait prendre rendez-vous pour avoir ce genre de discussion constructive là, qui, je pense, vont aider beaucoup de personnes, en particulier les hommes noirs immigrants. Merci d'avoir accepté de me parler. C'est un plaisir. On va revenir sur cette conversation parce que je sais qu'on n'a pas tout dit et j'espère que vous aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse. Écoutez, papa, il est disponible dans la communauté. On ne veut pas lui faire porter de chapeau, mais je sais qu'il est à la direction de quel pôle déjà au Centre Le Cap? Au Centre Le Cap, je suis directeur des services en dépendance troubles concomitants pour adultes. Pour adultes. Donc, alors, si vous allez sur le site web du Centre Le Cap, donc centrelecap.ca, vous allez avoir les informations pour rejoindre papa. C'est sûr qu'il va revenir sur l'émission. Ça, là, je l'ai dit 2-3 fois, là. C'est que c'est sûr. On va prendre une pause. Je ne sais pas si vous le permettez, mais juste un peu parler de Action Femmes Afrique. Il va nous rester juste 30 secondes là pour terminer. On en a pris assez de temps, mais ça sera pour la prochaine fois. Oui, promis. Pas de souci. On va faire ça très vite. Là. Je pense peut-être dans 2 semaines, on va se revoir. Écoutez, on revient juste après la pause et on va vous aider à libérer votre potentiel avec Coach Mel. Vous regardez Tout savoir.